Ok, parfait, nous y sommes. Alors ouais, t'as apporté le tri-machin cordeur, là? Oh bah non. Quoi? On vient de nous téléporter sur une planète bizarre et t'as pas le bidule accordeur? Ah bah non, capitaine, on n'a pas besoin. Pas besoin, mais t'es pas bien! Pas besoin de savoir s'il y a des formes de vie sur cette planète! Non, capitaine, c'est pas ce que je dis. Non, mais tu sais ce qui va se passer, là? D'une minute à l'autre, il y a un monstre extraterrestre qui sort de derrière les rochers et qui nous bouffe la tête, tout ça parce que monsieur n'apporte pas son truc accordeur à la noix! Non, capitaine, j'ai pas apporté mon trocordeur parce que tout se trouve sur mon téléphone. Ah, regardez, là, il y a Blue Life Farms, Zoogle Planet, et hop, le tour est joué, quoi. Ah, mais pourquoi tu m'as pas dit que t'apportais ton propre appareil? Apportez votre appareil numérique. En anglais, on dit BYOD pour Bring Your Own Device. C'est comme ça qu'on désigne l'idée de laisser les élèves apporter leur propre ordinateur portable, tablette, téléphone intelligent ou même leur console de jeu à la rigueur, afin de les utiliser dans le cadre d'activités d'apprentissage variées. Pour plusieurs, ça semble risqué. Certains y voient de la tricherie et d'autres trouvent ça socialement inéquitable. Mais au-delà des réactions spontanées, positives comme négatives, quels sont les réels avantages et limites du concept BYOD en éducation? Je travaille à l'aide d'un ordinateur à peu près tout le temps. C'est mon outil d'écriture, ma source d'inspiration. J'y trouve des nouvelles, Des références, c'est un outil de communication essentiel. Mon studio d'enregistrement, ma calculatrice, ma planche d'animation. un véritable couteau suisse électronique. Et ça rend toutes ces tâches-là plus agréables et efficientes. Si vous m'enleviez mon ordi, il y a plusieurs choses que je pourrais tout simplement plus faire ou, dans les meilleurs des cas, me prendrait 10 fois plus de temps à accomplir. Je suis loin d'être le seul dans cette situation-là. L'ordinateur est devenu tout ce qu'il y a de plus ordinaire dans la vie, tellement qu'on pourrait appeler ça un ordinaire-teur. Et pourtant, à l'école, la technologie qui est utilisée de façon courante dans la vie de tous les jours, au travail comme à la maison, demeure, pour plusieurs et trop souvent, un outil qu'on a la chance d'utiliser une fois de temps en temps, quand on réserve le chariot de machine. Pourquoi donc? Tout bêtement, il faut comprendre que jamais nos gouvernements n'auront les moyens de fournir un ordinateur à chaque élève. Pas parce que les ordinateurs sont inabordables, certains sont pas plus chers qu'une chaise et un pupitre en fait, mais plutôt parce qu'il serait impossible pour les techniciens d'une commission scolaire d'entretenir une telle quantité de machines. Mais quand on y pense, est-ce qu'on le voudrait vraiment? Ok, bon, alors tout ce que j'ai à faire, c'est télécharger ce petit logiciel sur le web et... mais pourquoi... Mais je veux seulement... Mais c'est ça que... Ah. Bon, vous venez de trouver une ressource géniale sur le web, mais il vous faut mettre à jour le lecteur de médias de votre furteur? Oubliez ça. Il n'y a seulement qu'un technicien de la commission scolaire qui a les droits administratifs nécessaires pour le faire sur votre ordi. Vous avez besoin d'un nouveau logiciel pour un projet engageant, puis vous en avez besoin maintenant? C'est une blague, là, hein? Il faut demander le formulaire B28 rose au département des technologies, voyons. Il y a de vos élèves qui préfèrent travailler avec les ordis de la compagnie Fruité, mais l'école achète seulement des ordis qui carburent au pingouin. C'est plate. Le BYOD permet aux élèves de travailler dans leur environnement de travail favori, personnalisé, avec tous les outils dont ils ont besoin et qu'ils préfèrent. Les organisations scolaires, elles, ont besoin de standardiser toutes les machines afin de pouvoir faciliter leur entretien. Ces besoins-là sont opposés au départ, fondamentalement irréconciliables. Administrativement compréhensible, mais pédagogiquement indéfendable. En permettant aux élèves d'apporter leur propre appareil, ils ont alors accès à leur machine préférée équipée de leur logiciel de prédilection et c'est à eux de s'assurer que l'appareil fonctionne. Ou, comme on dirait par chez nous, quand c'est ta machine, tu veux qu'elle marche. Faut s'y attendre. Il y a des élèves qui vont faire avec la techno ce que d'autres ont fait avec les vêtements. Leur machine peut devenir un symbole de statut social et, comme on le sait, les écoles arrivent parfois difficilement à régler ce genre de problème sans tomber dans l'uniformisation la plus totale, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Autre problème en vue, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas les moyens de se procurer leur propre technologie? L'école publique est souvent aux prises avec des budgets limités, euphémisme s'il en est un, mais dispose quand même d'un certain montant pour maintenir et renouveler son parc informatique. Et si les commissions scolaires concentraient leur budget de manière à prêter des appareils à long terme aux élèves qui n'ont pas les moyens d'acheter les leurs? Comme on est en mesure de se procurer de très bonnes tablettes à peu de frais, l'école peut en avoir une petite flotte pour les prêter à long terme.
On crée une liste d'attente jusqu'à ce qu'on puisse acheter de nouvelles machines ou que certaines se libèrent en cours de route. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose de très important à conserver à l'esprit ici. BYOD ne signifie pas que la technologie est obligatoire, mais permise. Oh mince, moi j'en peux plus de retenir tous ces trucs par cœur. Enfin, moi je peux trouver tout ça sur internet quand j'en ai réellement besoin. Je devrais consacrer mes neurones à quelque chose de plus engageant, de plus signifiant. Je suis médecin, Jim, pas une encyclopédie. Ces exercices de mémoire sont futiles. On s'en borgue. L'école ne peut plus prétendre être le dépositaire du savoir. Quand est-ce que l'école a perdu le titre? Qu'importe. L'accès à l'information, aux faits, a changé drastiquement. Même l'Encyclopédie Britannica n'est plus imprimée depuis 2012. Internet est une ressource très efficiente pour la chasse aux faits et à leur validation. En plus, des nouveaux outils toujours plus performants sont développés pour le faire. On peut trouver des leçons, des définitions, des prononciations, des règles, des théories et des faits historiques en quelques secondes sur un appareil de moins d'1 centimètre d'épaisseur. On aurait raison de se demander s'il est encore pertinent de consacrer du temps de classe pour livrer de l'information. Il serait fort probablement plus pertinent d'investir le temps en classe pour soutenir le développement de compétences plus cognitivement exigeantes et engageantes. Comme je le dis souvent, laissez l'ordinateur s'occuper de l'automatisable, de l'ennuyant. Vous, occupez-vous du signifiant, de l'engageant. Clairement, si vos élèves ont accès à tout moment à leur technologie, bien les activités d'apprentissage plus signifiantes, engageantes, qui requièrent de l'analyse, de l'évaluation, de la simulation et de la création, sont du coup beaucoup plus accessibles. Vos élèves vont pouvoir s'y adonner de façon plus spontanée, pas besoin d'attendre qu'un ordi se libère ou que le labo mobile soit réservé et exiger que tout le monde fasse la même chose en même temps. La tentation de faire appel aux réseaux sociaux pour des utilisations, disons, extracurriculaires va être très forte, évidemment. Laisser des ordis et des appareils mobiles entrer en classe, c'est comme ouvrir toute grande une porte de garage pour ces tentations qui pourraient s'accaparer de l'attention de vos élèves. Nos cerveaux doivent choisir des milliers de fois par jour à quoi consacrer notre attention. Et pour plusieurs, faire du multitâche est un souhait plus qu'un fait. Qu'on le veuille ou non, c'est tout à fait normal pour notre cerveau d'avoir des baisses d'attention toutes les 10 minutes environ. Le cerveau est ainsi fait. Ajoutez à ça qu'on ne porte pas attention à des choses qu'on considère ennuyeuses. Et je sais, ça sonne un peu brutal, mais c'est comme ça. C'est aussi vrai pour vous que ce l'est pour vos élèves. C'est plus facile de revenir de ces écarts d'attention quand le sujet nous captive, évidemment. Certains pourraient être tentés de dire que c'est la réalité. L'école n'est pas toujours intéressante ou pertinente pour chaque individu. En fait, on peut se demander si accepter pareille affirmation fait pas partie du problème d'attention en soi. Projetez-vous dans le futur, de 100 ans. Comment imaginez-vous l'école? Est-ce qu'on demande encore aux élèves de tout écrire et tout calculer à la main? Est-ce qu'ils utilisent des dictionnaires en papier? Difficile à imaginer que ce soit encore le cas. OK. Alors, ces changements-là vont se produire dans 50 ans? 20 ans? 7 ans? D'ici 2 ans? Parce que vous le savez très bien, la vraie question n'est pas vraiment si ces changements-là vont se produire, mais plutôt quand. Aussi bien recadrer notre façon de voir les choses maintenant. Diriez-vous que la première chose à faire, c'est permettre aux élèves d'apporter leur technologie en classe ou de revoir nos pratiques pédagogiques, accepter de modifier comment on enseigne et peut-être plus fondamentalement ce qu'on enseigne? L'école, frontière de l'infini, l'heure des choix de notre noble entreprise. Sa mission, explorer le savoir, découvrir de nouvelles solutions, fort de nos découvertes technologiques et pédagogiques. Et, au mépris du statu quo, reculer l'impossible.